quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Alors après ce jingle qui nous met en joie, voilà, nous sommes de retour pour un second épisode pour parler, donc on est dans l'émission Immigration qui parle des aliotes et aujourd'hui on s'intéresse donc à la première alia 1882-1903 et nous avions expliqué dans notre dernier épisode pourquoi en fait cette alia qu'est-ce qui va provoquer, quelles vont être les causes de cette alia et maintenant nous allons parler en fait de qui sont ces personnes qui font leur alia. Alors exactement, on va peut-être revenir à une phrase ou deux sur ce qui s'est passé. Donc on est à la fin du 19e siècle, en 1881. Il y a 2 siècles. En Russie où l'antisémitisme grandit, ressurgit, comme un peu partout d'ailleurs. Sauf qu'en Russie, il y a beaucoup de juifs. Et donc une grande partie... Plus il y a de juifs en général, plus il y a d'antisémitisme. Voilà, et plus il y a d'exil aussi quand il y a des soucis. Ce qui est assez cohérent. Et donc, environ 10 000 Juifs vont décider de venir en Eretz Israël à l'appel du Bilou. Le Bilou, c'est ces pionniers qui sont partis et qui pensaient que Eretz Israël, contrairement à Pinsker et aux premiers sionistes, que les Juifs devaient vivre en terre d'Israël et pas ailleurs. Voilà, alors là, on se retrouve, donc, ils arrivent en Israël, ils rejoignent les 25 000 Juifs qui habitent déjà dans l'ancien Yishuv. Et donc, qui sont en fait ces Olim ? D'où viennent-ils ? Viennent-ils de France ? Viennent-ils... Alors, ils sont pour l'essentiel de Russie et de Roumanie, les membres de cette première alia. Ils sont russes et roumains et ils font essentiellement partie de la classe moyenne. Ce sont des familles, des délégués des villes et des communautés qui sont venus en gros prospecter pour leur famille. Ce sont des pionniers. Voilà, donc comme les explorateurs au temps de Moïse, nous avons nos explorateurs au temps de la première alia, pardon. Alors c'est un peu moins romantique parce qu'il faut préciser quand même que comme c'était des gens issus de la classe moyenne, ils avaient en général assez peu de connaissances en agriculture. Donc ils sont partis dans les villes, ce qui n'a pas forcément arrangé leurs affaires. Il fallait travailler la terre en Israël. Il fallait développer Israël. Voilà. Et donc ces membres de Ribat Sion et du Bilou, qui eux, donc c'était ces mouvements sionistes précurseurs, eux, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif en fait ? Ils veulent la résurrection politique, nationale et spirituelle du peuple juif en Palestine. Ah ouais, là on a vraiment des sionistes, pas uniquement des sionistes qui veulent un État pour les Juifs, des sionistes qui veulent un État pour les Juifs en terre d'Israël. Et alors eux, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont construire des moshavot, c'est-à-dire des villages agricoles. Donc eux, ils quittent les villes et puis ils cherchent en fait un retour à la terre et un travail de la terre. Voilà, ils ont compris qu'ils auraient besoin de la terre pour créer leur État. Et donc, ils vont créer des villages, des moshavot exactement, qui vont devenir des villages, puis aujourd'hui des villes, qui sont Rishon LeZion, Rosh Pina et Zirkon Yaakov. Voilà, donc ces 3 villes qui aujourd'hui ce sont vraiment des villes, mais qui à l'époque sont des petits villages agricoles dans lesquels vivent nos Olim, quoi. Alors oui, il faut rappeler aussi que Zirkon Yaakov, dans la tête des gens qui connaissent un petit peu l'histoire, est indissociable d'Edmond Rothschild. Du baron, exactement. Du baron Edmond Rothschild, qui a fortement aidé ces pionniers du Bilou à l'époque, qui a investi beaucoup d'argent dans la terre d'Israël. Mais alors, dites-moi, Eve, à l'époque, donc la terre de Palestine, elle est aux mains... elle est aux mains des Turcs. Des Turcs. Et les Turcs, ils sont contents de voir débarquer des Juifs comme ça ? Ils ne sont pas très contents, les Turcs, les Arabes qui sont ici à l'époque. Et donc, ils rendent la vie plutôt difficile aux Juifs. C'est facile d'acheter des terres, par exemple ? Non, absolument. Vous avez raison de le préciser. Ils leur refusent de nombreux projets d'implantation et il faut les efforts diplomatiques de Rothschild, de Maurice de Hirsch pour négocier avec les Arabes en Palestine à l'époque qui détiennent la plupart des terres, effectivement. Et pour ce qu'il en est des Juifs qui habitent en Israël, c'est un peu le premier rassemblement des exilés, c'est-à-dire qu'on a des Juifs qui viennent on avait nos Yéménites, on avait nos religieux. Là, nos barbus, voilà. Nos barbus, et là, les pionniers ne sont pas religieux, ils sont plutôt des laïcs
Donc les relations absolument, donc on a des séfarades, des ashkénazes, des traditionalistes, des modernes, des laïcs et des religieux, des orientaux et des européens, des sionistes et des antisionistes, et tout ce mélange est un petit peu compliqué à gérer pour On a un beau pour tous ces melting pot, gens. voilà. Ouais. Qui n'a pas changé, mais enfin peut-être qu'aujourd'hui les gens se sont habitués à vivre ensemble. À l'époque, ça n'était pas le cas. Donc les relations entre tous ces juifs sont tendues. Très tendu. Alors, qu'est-ce qu'ils vont réaliser particulièrement d'un point de vue historique? C'est très important ce qu'ils réalisent. Alors c'est très important, même si on l'a dit, on le redit, l'influence démographique de cette alia est limitée. On a environ 10 000 juifs qui sont arrivés d'Europe de l'Est. Vous allez me dire que c'est seulement ces 10 000 juifs qui vont réaliser autant de choses. Ils vont en tout cas poser des bases. Ils vont notamment poser les bases agricoles du développement agricole d'Israël. Donc on l'a dit, ils vont rénover des villes comme Petar Tikva et Rosh Pina. Donc on a parlé de Zirkon Yaakov et Rishon LeZion. Ils vont développer les moshav. Alors ça, c'est notamment l'Alia yéménite qui va participer au développement des moshav. Et puis, à cette époque-là, la langue hébraïque moderne va se développer avec Eliezer Ben Yehuda. Ah, le type de la rue, là, juste à côté? Le type de la rue juste à côté, voilà. J'en ai une aussi chez moi, des rues comme ça. Voilà, donc Ben Yehuda quand même qui va faire une révolution. Il faut rappeler que quand on parle du sionisme, la plus grande révolution sioniste, c'est de prendre une langue archaïque qui n'a pas été parlée depuis plus de 2000 ans et de la remettre au goût du jour. C'est quand même extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'a fait Ben Yehuda à cette époque-là. Il a pris en gros un hébreu biblique et il en a fait une langue moderne. Vous devez être ému quand vous parlez en hébreu, quand vous pensez à Ben Yehuda comme ça, non? Un petit peu. Moi, ça m'émeut. Ça m'émeut de savoir que je suis en train de parler une langue... une langue qui est moderne. Qui était morte, voilà, qui était morte et qui a été à laquelle on a insufflé un souffle nouveau. C'est vrai. On continue de le faire. Il y a des nouveaux mots qui continuent d'apparaître. Eh ben, merci beaucoup, Ève. Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit sur cette première... Enfin, tout, certainement pas, mais on a dit l'essentiel, j'espère, de cette première alia. Et on va très, très vite parler de la seconde alia. Eh ben, merci beaucoup, Ève. Merci, Eliana. À bientôt. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.